la technique. Bonjour à tous, nous sommes en direct de Valençol avec Dominique Filol. Dominique, comment vas-tu? Très très bien, merci, merci pour votre invitation. Merci à toi d'être là parce qu'on sait qu'en ce moment tu as un rythme très 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 soutenu, donc c'est très sympa. Alors Dominique ne restera bien sûr pas tout ton intervention, mais voilà, on va en profiter une petite dizaine de minutes. Alors nous avons du public avec nous puisque nous sommes dans la salle de cinéma de Valençol. Alors on ne finit pas le public parce qu'il faudrait faire signer une autorisation à tout le monde et c'est très compliqué. Donc le but de ce live, très 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 compliqué. Le but de ce live, c'est bien sûr de discuter avec vous, public physique, et avec vous, public dans le chat du film qu'on vient de projeter, le documentaire de Dominique OVNI, une affaire d'État. Et puis, bien sûr, on pourra répondre à toutes vos questions. Pour ce faire, nous avons invité ce soir Jocelyn Keller. Jocelyn, comment vas-tu? Bonjour à tous, ça va très très bien. Et bonjour à tout le monde alors. Voilà, parfait. Et nous avons le réalisateur Paul Pluma. Paul, comment vas-tu? Eh ben, ça va très bien, Pascal. J'espère que tout le monde va bien à Valençol. Voilà, oui. Bon, Paul, on a une petite exclusivité ce soir. Oui. Oui, d'accord. Est-ce que tu peux nous en dire Tu parles de Stigma, j'imagine. Oui, tout à fait. Voilà, écoutez, c'est un plaisir de vous présenter Stigma, petit bébé tourné en mars. On a fini le montage la semaine dernière. Du coup, voilà, vous êtes les premiers à le découvrir sur grand écran. Donc, je suis très content que ça se passe à Valençol. C'est symbolique. Et c'est pour le public du Maybe également. Donc, je suis très fier de vous présenter ce film. C'est un film qui me tient très à cœur, que j'ai fait avec beaucoup de conviction. Donc, j'espère que vous l'apprécierez. Voilà, parfait. Puis bon, le diffuser le jour de la journée des ovnis, c'est pas une mauvaise chose, effectivement. C'est clair. C'est pas effectivement. Alors, ce que je propose, on va commencer peut-être avec le public qui est avec nous physiquement. Pour les questions à Dominique, parce qu'on va profiter de la présence de Dominique quelques minutes. Je vous en prie, si quelqu'un a une question à poser, alors on n'a peut-être pas besoin du micro. Monsieur. Bonjour, bravo pour votre film, c'est très intéressant. Merci. C'est pas une question directement pour vous, mais peut-être que vous avez une brique de réponse. J'ai appris que l'armée s'était dotée d'une 4e branche après l'infanterie, l'aviation, la marine. Elle avait créé une branche spatiale. Et je voulais savoir si cette branche avait une direction dédiée aux observations de phénomènes inconnus qui étaient prévus dans l'organigramme. Alors en France, on a le GEPAN, qui dépend du Centre national d'études spatiales et qui est déjà l'organisme en charge de récolter les témoignages OVNI. Mais il n'y a pas pour l'instant d'organisme dans l'armée de l'espace, pour l'instant dédié à ça. Mais on n'est pas à l'abri d'une surprise. Ouais, alors j'imagine que vous parlez de la Space Force, qui est vraiment un organisme américain, mais oui. Qui... non, c'est l'armée de l'air et de l'espace aussi. Voilà, en tout cas, qui n'a pas vocation, enfin en tout cas officiellement, à surveiller les phénomènes aériens non identifiés, mais plutôt à sécuriser tout ce qui est satellite, civil, militaire, puisque c'est un des enjeux. Après, ce qui est intéressant et qui vient d'arriver là très récemment, c'est que pour la première fois, la NASA lance une grande enquête sur les ovnis, un programme de recherche qui a débuté là il n'y a pas longtemps, et dont les conclusions arriveront dans 9 mois. Donc les choses continuent à évoluer de ce côté-là. Oui, c'est peut-être, parce que j'ai peur que... Alors, je vais demander à Paul et à Jocelyn aussi leur avis là-dessus. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu la question, par contre, du public ou pas. Si, par rapport à l'implication de la Space Force sur la question OVNI. Voilà, c'est ça, effectivement. Ok. Donc, en gros, par rapport à la Space Force, initialement, il y a plusieurs mois de cela, donc l'année dernière, il était question de transférer les responsabilités de l'UAP Task Force, donc bureau d'études des phénomènes aériens non identifiés, créé par le Pentagone suite aux révélations du New York Times. Il était question de transférer ces responsabilités-là à la Space Force, ce qui aurait été logique. Cependant, la Space Force, c'est une nouvelle branche militaire très récente qui a beaucoup de difficultés à se développer et à se lancer dû au stigma qui, au fait, tout simplement, envoyer des soldats dans l'espace, ça fait rigoler beaucoup. Et du coup, ils n'ont pas voulu s'approprier ça parce que c'était déjà très difficile pour eux et ils ne voulaient pas en plus en rajouter avec la question OVNI. Je trouve dommage. Oui, il y avait la série Space Force aussi qui leur avait fait du mal quand même. Hein, oui, c'est vrai. L'armée ne possède pas le nom Space Force, c'est Netflix qui l'a, enfin, en tout cas c'est la série, les producteurs de la série Space Force qui leur ont grillé la priorité, donc c'est vrai que ça la fout un petit peu mal quand même. Jocelyn, un mot là-dessus peut-être aussi? Oui, moi je crois que la question concernait la France, non?
plutôt que les États-Unis. La question que j'ai compris, hein, je me suis peut-être trompé. Est-ce que l'armée française a incorporé une dimension spatiale? Alors, à ma connaissance, je suis pas un spécialiste, hein, mais de ce que je sais, non, à ma connaissance. En tout cas, il n'y a pas à part le GEPAN dont tu as parlé, il n'y a pas d'organisme aujourd'hui. GEPAN n'est pas un organisme militaire, c'est un organisme scientifique qui dépend du CNES. Mais du côté des militaires, à ma connaissance, s'il n'en existe, on ne connaît pas son existence. Ouais, tout à fait. Monsieur, on a répondu à votre question? Ouais, parfait. Alors peut-être une autre question. N'hésitez pas, hein, encore une fois, c'est open, on est entre nous, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Par rapport aux documentaires, non. Alors, est-ce que dans le chat, nous avons des questions? Bonsoir, Valençol, mais oui. Alors, je regarde si nous avons des questions. Ouais, effectivement, bon, certaines personnes vous répondez. Non. Ils sont à l'apéro. Non, on n'est pas encore à l'apéro à Valençol. C'est un peu tôt. Mais ça va venir, effectivement. Ok, parfait. Pas de questions. Alors, moi, je me permets une petite question, Dominique. Depuis ce documentaire, il y a eu beaucoup de choses. Aujourd'hui, par rapport à un documentaire, tu changerais des choses, tu l'enrichirais. Il y aurait matière à faire un deuxième documentaire, largement quand même. Ah oui, il y a matière à faire un nouveau documentaire parce que depuis qu'il est sorti en 2020, il s'est passé beaucoup de choses. Le Pentagone a lancé l'UAP Task Force, donc, qui est un petit organisme officiel pour l'étude des ovnis. Il s'est passé ce qui s'est passé là récemment à la NASA. Il y a un rapport qui est sorti aux États-Unis. Tu peux peut-être dire ce qui s'est passé à la NASA parce que c'est vrai que tout le monde ne le sait pas. Oui, donc la NASA viennent de déclarer officiellement en fait qu'ils vont étudier les ovnis, donc qui doivent sortir ce rapport dans 9 mois. Et puis il y a eu des déclarations un peu étranges du patron de la NASA, donc Bill Nelson, qui n'est pas à la retraite, qui est vraiment le directeur actuel, et qui a parlé sur les ovnis, qui est interviewé sur CNN en disant qu'il n'est pas impossible que ces ovnis soient d'origine extraterrestre. Il n'a pas dit ce sont des objets d'origine extraterrestre, mais il n'est pas impossible qu'ils soient d'origine extraterrestre. De la part du patron actuel de la NASA, ce n'est pas une déclaration tout à fait anodine. Elles ont été suivies également de la directrice du renseignement qui a dit exactement la même chose, la directrice du renseignement américain, Avril Haines. Donc, on est dans ce qu'avait pressenti déjà Alain Juillet quand on l'a interviewé en 2019 pour le documentaire. À mon sens, je partage son opinion, dans l'idée d'acclimater peut-être le grand public à l'existence de quelque chose. Voilà. Je pense que les années qui viennent, les mois qui viennent vont être très intéressants. Et il suffit de regarder, même faites une recherche Google, hein, on en parle de plus en plus. Et dans des grands médias, dans Le Monde, dans Le Figaro, etc. Et maintenant, le sujet n'est plus traité de manière où on se moque, où on en rigole, mais de manière sérieuse. C'est dans les pages science des journaux-là. Je voulais justement rebondir parce que tu as été un des premiers à interviewer Avi Loeb. Et on voit qu'Avi Loeb a un sacré parcours maintenant avec son projet Galileo. Et Avi Loeb n'est pas un farfelu quand même. Non, vous avez pu le voir. Donc, Avi Loeb, c'était l'ancien directeur du département astronomie d'Harvard. Et là, donc, il vient de lancer, en partenariat justement avec l'université d'Harvard, un grand programme d'études sur les ovnis, financé par des investisseurs privés, voilà, pour faire une enquête de scientifiques, qui n'est pas du coup dirigée par l'armée ou la NASA, mais une enquête indépendante de scientifiques. Et aussi où les résultats, je crois, seront donnés d'ici quelques mois, d'ici un an maximum. En tout cas, il veut que ce soit public. Oui. Voilà. Il veut que ce soit public. Et on a appris, moi je l'ai appris cette semaine, que la Chine aussi avait sorti un livre blanc de 115 pages de recherche sur les biosignatures, technosignatures, c'est-à-dire vraiment aller chercher les exoplanètes et essayer de trouver des signes de vie. Donc là, on est sur des choses... Ils auraient même trouvé... Alors, oui, il y a eu un signal apparemment détecté par un radiotélescope chinois qui est 10 fois plus grand que celui d'Arecibo, là, qui est tombé en lambeaux il n'y a pas longtemps. Ouais, hélas. Et ils ont détecté un signal, ils utilisent le conditionnel, mais qui pourrait être en direction d'une exoplanète qui abriterait peut-être une civilisation intelligente. Ils ont détecté quelque chose d'un peu étrange. Donc, ça a fait des gros titres, là aussi, pareil, c'était il y a une semaine. Oui. Alors, on ne sait pas si c'est le micro-ondes ou on ne sait pas si c'était pendant la prise peut être déjeuner ou pas. Voilà, ça peut être des pulsars, enfin, ça peut être aussi beaucoup d'autres choses, effectivement. Paul, un avis là-dessus? Sur le développement actuel et comment on en parle de plus en plus? Ouais.
Et ben, ce qui se passe, c'est phénoménal. Ce qui se passe depuis ces années, je dirais même, on pourrait le qualifier d'historique. Il n'y a jamais eu autant de révélations officielles de nos institutions. Enfin, quand je dis nos institutions, je parle des institutions américaines. Le sujet est complètement en train de sortir du milieu du complotisme et de la pseudoscience et rentre réellement dans la science. Donc, on a des scientifiques de la NASA qui s'y intéressent. Comme disait Dominique, c'est le directeur actuel de la NASA qui admet qu'il y a une possibilité que ce phénomène soit exogène. Nous avons des scientifiques aussi sérieux que Avilop qui travaille à Harvard, et bien d'autres. Il y a Mikio Kaku également, l'auteur de The God Equation, qui est un scientifique très réputé pour ses théories sur la théorie des cordes. Enfin, voilà, c'est un sujet, c'est plus Mémé qui voit des lumières dans son jardin. Là, on est carrément dans une autre dimension. Mais elle est peut-être vraiment vu des lumières. C'est pas ce que je dis. Hein. Alors, on va profiter de Jocelyn, tu étais à Washington il y a une quinzaine de jours et tu as eu l'occasion de rencontrer Thomas Pesquet. Alors, enfin, tu l'as en tout cas vu. Est-ce que tu as eu l'occasion de lui parler et éventuellement de lui poser la question as-tu vu quelque chose que tu n'as pas compris dans l'espace? Alors, on était en petit comité et il y a une personne qui lui a demandé s'il avait direct s'il avait vu des extraterrestres ou des ovnis ou quoi que ce soit. On lui a demandé s'il avait vu des choses anormales quand il était dans l'ISS. Je crois qu'il a passé 7 mois dans l'ISS. Et on lui a demandé s'il avait vu des choses qui étaient inhabituelles. Et il a dit non, il a vu plein de choses curieuses auxquelles il ne s'attendait pas, tu vois, du type des débris, mais à aucun moment il a vu quelque chose non identifié. Bon, après, vu quelque chose effectivement de non identifié qui ne le dit pas non plus. Hein. Ça, il faut toujours sans tomber dans le côté un peu on vous cache tout. Bon. Mais là, il était dans un contexte assez privé et toi, pas discours public. Donc, il est sans langue de bois et je pense qu'il aurait mentionné quelque chose s'il y avait eu vraiment quelque chose de bizarre. Salut Egon. Voilà. Egon nous a rejoint. Salut Egon nous a rejoint. Alors, ce que je vous propose, parce que Dominique a besoin d'aller un petit peu se reposer. Ce que je te propose, Egon, maintenant que tu es arrivé, on va projeter le documentaire de Paul, Stigma. C'est le documentaire, pardon, le court-métrage. N'est-ce pas un documentaire? On ne sait pas. on va projeter, ça dure 5 minutes, hein, parce que je sais que Paul voulait que Dominique le voie. Et, ça me ferait très plaisir. Paul, merci beaucoup. Alors, avec plaisir. Dominique vient de partir. Hein. Il a attendu les dernières secondes pour partir. Donc, merci d'avoir pris son temps. Et croyez-moi, il a un rythme plus que soutenu. Donc, il a vraiment besoin de se reposer. Donc, un grand merci pour sa présence. Je vais remettre plein écran. Excusez-moi. Hop, je vais remettre comme ça. Voilà. Alors, Paul, un documentaire intéressant et d'autant plus intéressant à Valençol ici, puisque le sujet, c'est la stigmatisation des témoins. C'est vraiment ce que tu voulais mettre en scène et c'est plutôt bien fait. On voit ces convives qui sont morts de rire quand le gars leur dit qu'il a vu un ovni. C'est un peu ce qu'a connu Maurice Mas. Alors, Egon, Jocelyn, je sais que vous êtes des fins connaisseurs du dossier. Cette stigmatisation des témoins, c'est quand même une des clés du dossier. C'est compliqué. Egon, est-ce que tu veux nous en dire quelques mots? La stigmatisation, c'est systématique. C'est absolument systématique. Depuis, on va dire, depuis la première observation qui a sémantiquement créé le phénomène, c'est-à-dire Kenneth Arnold en 47. Kenneth Arnold a tellement été raillé, tellement été conspué, tellement été humilié. J'avais retrouvé un mémo qu'il avait envoyé à l'époque à l'Air Force en disant si demain je vois un bâtiment de 10 étages dans le ciel, je me tairai. Je ne connais pas un seul témoin, homme ou femme, qui n'a pas souffert de ces déclarations lorsqu'ils ont eu l'outrecuidance et le courage de venir témoigner à visage découvert. Alors, dans le cas de Maurice Mas, ça a été un peu nuancé parce que, si je peux me permettre, parce que la presse était généralement avec lui. La presse lui a fait confiance.
ce qui n'est pas le cas de tas d'autres qui ont été. En règle générale, moi, toutes les coupures de presse que j'ai de l'époque, bon, il y en a certaines qui l'ont malmené, mais il y en a. En règle générale, la presse lui faisait confiance. Oui, effectivement. Alors, Jocelyn, toi, tu participes très régulièrement. C'est la presse. Tous les lundis. Ouais. Ah, pardon. Je t'en prie, Jocelyn. Non, je voulais juste dire que dans le cas de Maurice Mas, en fait, cette pression médiatique qui lui a fait quitter Valençol pendant presque un mois et demi. Alors peut-être que c'est. Alors, il faudrait savoir aussi comment ont réagi ses amis qui avaient des sports, voilà, tous les gens qui étaient autour de lui. Ils ont accueilli soit avec un peu d'ironie ce qu'il a raconté. Ça, c'est encore à voir. Effectivement, je suis d'accord avec toi que la presse a pas été. Moi, j'ai lu aussi les coupures de presse de l'époque. En tout cas, la presse locale, la Provence et autres, n'est pas forcément très moqueuse. C'était plus à Paris et c'était plus donc national. C'est l'affaire que dans un peu condescendant. Oui. On dit là, c'est un agriculteur du sud de la France. Tu voulais dire, Egon, tu voulais dire quelque chose? Oui, Jospin, tu as totalement raison. C'est vrai que la presse qui l'a un peu égratignée, ça a été un petit peu de presse nationale. La presse locale a été. J'ai les articles de Var Matin, etc. Ils le défendent carrément en disant si certains parlent d'un serpent de mer basalpin, nous, on n'est pas on n'est pas d'accord avec ça parce qu'on le connaît, c'est un homme fiable. À Valençol, il faut savoir une chose, c'est que Maurice Mas était très respecté. Maurice Mas avait un passé de résistant, il avait pris le maquis, c'était quelqu'un d'extrêmement respecté. Oui. Alors, excusez-moi, je lis les commentaires en même temps, donc je vous écoute aussi. Je lis les commentaires. Paul, est-ce que là, je vais dire l'aventure, mais plutôt peut-être la mésaventure de Maurice Mas t'a inspiré sur ce court-métrage? Qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler sur ce sujet qui, au final, est très peu exploité, parce qu'on parle souvent des observations, tout ça, mais c'est vrai qu'on ne se passe pas souvent du point de vue des témoins qui sont quand même un petit peu... on va dire, malmené. Ouais, c'est ça. Par notre société concernant cette question. Parce que dire j'ai vu un ovni, c'est passé quand même pour un con, quoi. Il faut dire les choses. C'est clair. C'est pas l'incident de Maurice Mas qui m'a directement inspiré, même si ça se rejoint bien évidemment. Ce qui m'a déjà l'histoire dans sa globalité. Donc le mec qui a une panne et il voit un triangle géant au-dessus de lui, c'est un supposé témoin qui m'en a parlé, d'accord. Après, libre à vous de le croire ou non. Moi, j'ai pas voulu prendre ce parti-là de convaincre qui que ce soit. C'est plus vraiment des fois avoir l'humilité de se dire bon. Il a peut-être vraiment vu ce qu'il a dit. Mais ce qui a vraiment été déclencheur pour moi, c'est Alex Dietrich, la pilote de chasse de l'incident du Nimitz, qui a vu le tic-tac, qui, quand elle a témoigné après l'émission de 60 Minutes, elle a expliqué que quand elle est revenue sur le porte-avions, il diffusait Men in Black, Independence Day à la télé, sur la Gazette, sur le journal local du bateau. Je me permets parce qu'effectivement, on a des gens du public qui connaissent peut-être pas aussi bien le dossier que nous, on peut le connaître, un spécialiste. Est-ce que tu peux redire quelques mots, rappeler qui est Alex Dietrich, ou tu veux que je le fasse, enfin voilà, qu'on puisse un petit peu. Pas de souci, je vais remettre dans le contexte. Donc en gros, l'incident du Nimitz, c'est le plus gros incident qui a été déclassifié et qui a leaké avec l'article du New York Times en 2017 qui a lancé cet effet domino qui nous mène jusqu'à aujourd'hui, où il y a un mouvement de divulgation qui se crée. Donc l'incident du Nimitz, c'est l'incident du tic-tac qui a été observé par des pilotes de chasse et qui a été filmé par une vidéo infrared, vidéo qui est très connue maintenant dans les médias. Donc voilà, dans les grandes lignes, c'est ça l'incident du Nimitz. C'est un incident très crédible où on a les données radar et les témoignages visuels ainsi que la vidéo FLIR qui en fait tout concorde, et l'incident est, pour ainsi dire, on pourrait le qualifier d'irréfutable. Du moins presque. Et Alex Dietrich, c'était une des pilotes qui a témoigné à visage découvert seulement l'année dernière sur l'incident, et elle racontait que quand elle est retournée sur le porte-avions après l'incident, il diffusait des films de science-fiction à la télé volontairement, et elle a retrouvé dans ses casiers des chapeaux en aluminium, enfin ce genre de choses, et en fait elle a dit que c'était très difficile pour elle de le vivre, et en fait
depuis que je m'intéresse au phénomène OVNI, c'est ce qui me touche le plus personnellement. C'est ce que je trouve le plus triste avec tout ce phénomène, c'est qu'en fait, il y a des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes qui se sont potentiellement, qui ont potentiellement été ridiculisées à tort, et qui l'ont potentiellement très mal vécu. Et quand bien même, si même certaines de ces personnes, ou même une grande majorité, se trompent et ont simplement fait une confusion, à quel moment on est en droit de leur manquer de respect? À quel moment on ne les écoute pas? C'est pas parce qu'une personne se trompe et c'est pas parce qu'une personne s'est potentiellement trompée sur ce qu'elle a vu que vous avez le droit de vous moquer d'elle. Au contraire, c'est pas du tout la démarche à suivre. C'est pas avec le bâton qu'on apprend quelque chose à un enfant. C'est en lui expliquant les choses. Et il faut aussi avoir l'humilité également de se dire que on n'a pas réponse à tout, tout simplement, et on n'a pas explication à tout. Et c'est pas parce qu'on nous parle de quelque chose qui sort de notre paradigme que forcément c'est ridicule. Et c'est pas pour ça qu'on doit le relayer au rang des pires théories du complot. Donc voilà, c'est vraiment... Non, Paul, c'est très... Enfin, je suis tout à fait d'accord. Alors, on a Francine Cordier, que vous connaissez peut-être dans le chat, qui dit quelque chose qui me paraît tout à fait juste aussi. Il faut donc préserver les témoins de la moquerie, mais aussi des hypothèses non falsifiables qui leur font croire des choses non testables. Et là, je crois qu'on est tous d'accord. C'est pas parce qu'une personne a vu quelque chose qu'elle n'a pas pu identifier, ou que ses filtres personnels lui font croire que c'est un ovni dans le sens où c'est extraterrestre et inexplicable, qu'il faut la renforcer dans cette conviction-là. Je crois que là-dessus, on est d'accord. Alors, Jocelyn, oui. Moi, j'avais une question à te poser, Jocelyn, là-dessus, parce que tu participes tous les lundis pratiquement à la libre antenne de BTLV, et pendant cette émission, vous, justement, récoltez, ou en tout cas écoutez, des personnes qui ont vécu des choses. Alors, ça peut être des observations d'ovnis, ça peut être des choses fantomatiques, ou tout ce qui peut toucher l'anomalistique, comme j'aime l'appeler. Vous, justement, avec Bob, vous avez ce parti pris d'écouter, de ne pas juger, et surtout de ne pas vous moquer du témoignage de la personne. Oui, complètement. De permettre aux gens de rater, de témoigner des faits, ils ont connu des expériences qu'ils ont rencontrées. Parfois, ça remonte à 10 ans et c'est encore très très frais des gens. Et en fait, l'idée, c'est, un, pas juger, deux, on peut pas assez souvent apporter un commentaire équé parce qu'on n'a pas assez d'éléments. La personne raconte avec son vocabulaire et sa façon de dire, mais l'idée, c'est déjà de l'écouter parce que toutes ces personnes ont en commun le besoin de se délivrer quelque chose. Et ils ont cette histoire en elles, et ces personnes ont besoin d'en parler parce qu'autour de la rejoint le court-métrage qu'on a vu, ça rejoint ce côté autour de moi, je ne peux pas parce que les gens ne veulent pas. Jocelyn, je suis désolé, la connexion est d'assez mauvaise d'assez mauvaise qualité, donc ça assure beaucoup. Egon, je sais que toi, en tant que raconteur, tu sais que j'aime bien ce terme, j'aime bien te qualifier, enfin toi et Jocelyn d'ailleurs, j'aime bien vous qualifier de raconteur, et pour moi c'est plutôt un adjectif positif qu'autre chose. Egon, j'imagine que de l'aura médiatique que tu as, avec les livres que tu as écrits, avec les émissions que tu as fait, puis surtout avec ta sympathie naturelle, on vient assez naturellement te raconter un témoignage, j'imagine. Tout à fait, tout à fait. Encore tout à l'heure dans la rue, j'étais en train de faire des courses et il y a un monsieur adorable qui est venu me voir en me disant « Ah, je sais qui vous êtes, vous avez un prénom basque. » J'ai dit « Non, j'ai pas un prénom basque. » Et il est venu me raconter une observation il y a 2 heures, tu vois, dans la rue. Oui, et moi je suis très frappé. D'abord, ce que je voudrais dire, c'est que j'ai beaucoup aimé le petit court-métrage, et en tout cas, bravo de l'avoir fait parce que c'est remettre vraiment les témoins au centre, et c'est beau, parce qu'ils ont tellement été malheureux, ils ont tellement été moqués, et en tout cas, c'est une constante. Quand les gens viennent me raconter comme ça spontanément leur observation, il y a toujours dans leur témoignage de l'inquiétude parce qu'ils ne savent pas ce que c'est, et de l'amertume parce qu'ils ont été moqués. Voilà, ça c'est systématique et c'est 100% des témoignages.
Alors, on en profite, bon, Francine Cordier est là, donc ça veut dire que Patrice Seret n'est pas loin non plus, on le salue. Et quand si tu veux saluer Patrice, je sais que vous vous entendez assez bien, voilà. Bon, avec Patrice, on n'a pas eu des relations toujours très cordiales, mais les choses peuvent s'arranger, bien entendu, vous savez. Et Francine et Patrice, que ma porte est grande ouverte. Alors Patrice qui dit une solution pour avoir de bons récits, pas d'influence et d'hypothèses non démontrables. L'entretien cognitif est un apport majeur, trop souvent ignoré des ufologues. Ces derniers sont responsables de l'état d'ufologie, n'en déplaise, et j'en prends mon compte. Voilà. Bon. Moi, je suis plutôt d'accord avec ce commentaire. Patrice, toi, Paul, ton avis là-dessus? Parce que le problème, je ne vais pas donner son nom, mais moi, je connais un grand ufologue que j'ai dû démentir par rapport à une observation l'année dernière où il commençait à dire que par rapport à l'angle angulaire de la Lune, c'est un truc qui faisait 40 mètres. Ça s'avérait être la patrouille de France. Bon. Voilà, je trouve que les commentaires de Patrice Seret et Francine Cordier sont plutôt de bon ton. Alors, on les qualifie souvent de sceptiques, mais enfin, c'est vrai qu'il faut aussi essayer d'apporter des explications un petit peu parfois très simples aux témoins. Oui, donc du coup, pour répondre à ta question, Pascal, je suis en grande partie d'accord, mais pas complètement. Pourquoi? Parce que effectivement, avec le problème de l'hypothèse extraterrestre ou toute autre hypothèse exogène, c'est que on tombe très vite dans la croyance si on fait pas attention. Très très vite, on saute des étapes dans l'enquête pour arriver à une conclusion, et très vite on arrive à une conclusion qui peut être biaisée, d'où le biais cognitif. Cependant, je pense que dans certains incidents, en fait, il faut procéder de cette manière. Il faut pas dire il faut pas dire je sais ce que c'est parce que je sais pas ce que c'est. Il faut dire ce que je sais, ce que ça n'est pas. Je sais pas si c'était clair ce que je viens de dire, mais en gros, en gros, voilà, il faut. Comment? Moi, je l'ai. Après, je sais pas si tout le monde a suivi, mais j'ai compris. Moi. Voilà, bon, j'essaie de reformuler un peu plus clairement. En gros, il faut pas se dire, voilà, c'est ça parce que je sais pas ce que c'est. Il faut se dire, je sais que ça n'est pas cela, je sais que ça n'est pas cela, je sais que ça n'est pas cela. Mais il faut pas en arriver à la conclusion. Par conséquent, c'est forcément cela. Par contre. J'ai pas du tout compris ça, moi. Ah ouais? Non, je rigole. Par contre, faut doser quand même parce que quand on voit certains incidents, en fait, il y a certains incidents les données sont fiables. On a des données qui se corroborent entre elles. Ce que les données démontrent semble quand même assez extraordinaire, et je pense qu'il ne faut pas avoir peur non plus d'évoquer des hypothèses un petit peu plus exotiques, d'accord? Sans pour autant sauter à des conclusions et dire par conséquent c'est ça. Mais il faut pas avoir peur non plus d'envisager, dans certains cas, j'ai clairement le cas du Nimitz sans tête, ce cas ne me quitte pas. Tous en tête quand tu parles de ça. Mais voilà, c'est clairement ce cas-là. Je pense que à certains niveaux, faut pas avoir peur d'évoquer ça, parce qu'il y a un tabou à un moment qu'il va falloir qu'on casse. Si effectivement le phénomène s'avère, si on arrive à prouver que la nature du phénomène est bien celle que la plupart d'entre nous pensent, il faut pas avoir peur d'aborder cette question-là. Mais il faut faire les choses dans l'ordre, tout d'abord, avec une extrême rigueur. Ben, tout à fait. Alors, ça rejoint le commentaire de Patrice qui dit sceptique ne veut pas dire dogmatique. Et encore une fois, Patrice, on se tutoie la dernière fois qu'on a fait une émission, on se tutoyait. Je me permets de dire qu'on vous qualifie dans les sceptiques, mais c'est absolument pas une insulte ou une injure. Hein. On va dire que dans les milieux ufologiques aujourd'hui, vous êtes plutôt qualifiés, toi et Francine, de sceptiques. Mais encore une fois, c'est loin d'être une injure de ma part. Et au contraire, je pense que c'est intéressant. Alors justement, Jocelyn, une question pour toi, parce que tu es l'auteur de au moins 5 livres, hein, si je ne dis pas de bêtises, je parle sous le contrôle de Camille. On a les histoires étranges, les autres. Et toi, justement, ta méthode de travail, quand tu travailles sur un cas, c'est de mettre toutes les hypothèses possibles, de la plus rationnelle à la plus inexplicable, ou en tout cas inexpliquée. Et ça, c'est la bonne méthode, je pense, parce que ça permet de couvrir tous les champs sans être dogmatique ou dans un sens ou dans l'autre. Ça rejoint ce que dit Paul, à savoir que faut commencer par considérer tout ce qui peut être rationnel, écarter toutes les hypothèses rationnelles pour enfin, si on ne trouve rien, pouvoir envisager quelque chose qui soit autre. Alors quand je dis autre, quelque chose qu'on si vous voulez.
Et ça vraiment commencer par ça. Or, l'erreur qui est plus que c'est l'inverse. Commencer par envisager l'extraordinaire avant l'ordinaire. On en a parlé, alors Oui. moi franchement, je suis très fier qu'il y ait le logo Maybe Planet hein, sur ton court-métrage, parce qu'en plus on n'a rien fait du tout, nous, hein, c'est toi qui as tout fait. Je suis vraiment très fier que notre logo y soit, parce que encore une fois, bonne journée messieurs, dames. Voilà, on n'a pas filmé le public, il y a des gens qui vont et qui viennent. Toi, ta démarche, c'est d'utiliser ce court-métrage, mais comme un détonateur, on va dire. Tu vas aller un petit peu plus loin aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots ou est-ce que c'est trop tôt? Je peux en dire 2 mots très vaguement, mais on va pas rentrer dans les détails parce que beaucoup de choses restent à définir. Dans les grandes lignes, effectivement. Voilà, mais en gros, Stigma, j'ai pas envie que ça soit juste un de mes courts-métrages que je balance sur YouTube comme ça et qu'il fasse sa vie. Comme tu as dit, j'ai envie que ça soit un détonateur. Ce que je trouve magnifique avec le cinéma, c'est un art de perspective, c'est un art de point de vue, comme le dirait très bien Alfred Hitchcock. Là, j'ai voulu vraiment mettre n'importe quelle personne qui regarde le film dans la peau de ce témoin. Et on voit tout à travers les yeux de ce témoin. Et en fait, j'ai pas envie de lancer un débat sur l'existence des ovnis. On a déjà essayé, ça fait longtemps. C'est pas forcément, ça n'a pas toujours été très. C'est pas inintéressant, mais c'est difficile. C'est très difficile, voilà, à cause de la stigmatisation, du coup. Voilà. Je dis pas que c'est inutile, attention. Hein, je préfère nuancer mes propos. Mais du coup, voilà, j'ai envie de prendre les gens à revers. J'ai pas envie de leur faire un court-métrage pour leur démontrer par A plus B que les ovnis ça existe. J'ai envie de leur dire, et si vous en voyez un, et si on vous traitait de cette manière-là, est-ce que vous trouveriez ça normal? Et c'est juste, en fait, j'ai envie que les gens, j'espère que c'est l'effet escompté, j'ai envie que les gens ils sortent du film et qu'ils continuent en se disant, putain, mais c'est bizarre ce que je viens de voir. Genre, moi, je parle d'un point de vue de sceptique, j'ai envie que les sceptiques voient le film en disant, bah, moi, en fait, j'aurais été celui qui serait moqué à la table. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien de faire ça? Et enfin voilà, du coup c'est l'effet escompté et du coup j'ai ça pour lancer des débats, pour comment expliquer que genre on traite le sujet de la stigmatisation sous l'angle du respect, enfin le sujet des ovnis sous l'angle de la stigmatisation et du respect, et rien que juste le fait d'arrêter de se moquer et d'apprendre à écouter et d'avoir un minimum d'humilité, je pense que ça fera énormément avancer le débat parce qu'à partir de là, on pourra avoir des propos constructifs. Parce que c'est tout le sujet du film, c'est qu'il n'a même pas l'occasion de débattre, le personnage principal, qui s'appelle David. Il n'a même pas l'occasion de débattre, David. Il arrive, on se moque de lui, il n'a pas le temps d'en placer une. Et malheureusement, c'est le cas pour beaucoup de monde, et pas seulement pour les témoins, c'est aussi le cas pour les personnes passionnées du sujet, comme nous. Enfin, je sais pas, moi, il y a plusieurs mois, quand j'essayais d'en parler avec mes potes, c'était très, très compliqué. Bon, maintenant, les temps changent, et puis, il y a des arguments qui font que voilà, mais voilà, c'est vraiment, déjà, on arrête de se moquer, et ensuite, on peut discuter. Le rire ne laisse pas la place, après, à la personne de s'expliquer correctement. Là, il n'a pas, dans ton court-métrage, il n'a même pas eu l'occasion de dire ce qui s'était passé en réalité. Oui. Ça montre bien que les gens vont s'imaginer des choses, se moquer d'office et ne même pas laisser sa chance à la personne de s'exprimer pour ne serait-ce que dire en fait, j'ai confondu, c'était peut-être une étoile. Voilà, oui. Il n'a même pas cette chance-là et c'est vrai que le rire masque beaucoup de choses. J'en profite parce qu'on a du plaisir à voir Camille, ça fait très longtemps qu'on t'avait pas vu à l'antenne. Je peux te dire que ça fait plaisir à beaucoup de gens, ça c'est clair. Camille, justement, on va dire, on a été directeur du MUFON, toute une époque, et on l'a su. Oui. Complètement. C'était une époque particulière. On avait une très belle expérience. Et justement, tu as eu à travailler sur des cas et avec maman qui est là aussi. Et en fait, vous avez eu un début d'explication au final. C'était cette fameuse étoile Sirius. Vous avez pris la voiture, que vous avez coursé là. Une épopée. Non, voilà, c'est d'ailleurs ça, j'ai su qu'il y avait une personne sur Valençol, puisque j'habite Valençol, qui était en train qui avait posté sur Facebook comme quoi elle était en train d'observer quelque chose dans le sud de Valençol. Habitant sur place, j'ai bien sûr pris contact avec la personne en question qui m'indiquait voir quelque chose dans le ciel.
quand je suis sortie regarder, moi je n'ai vu que Sirius à ce moment-là, qui pouvait être un petit peu particulier, mais n'étant pas au même endroit du village, on ne peut pas. Voilà. Elle m'indiquait aussi qu'une autre personne dans un village voisin était en train de faire la même observation. Donc j'ai enfilé en plein hiver mes bottes. Et puis avec ma mère, on a pris la voiture pour aller dans la direction qu'elle nous indiquait. Et en fait, en cours de route, elle nous a dit qu'elle ne voyait plus rien. On s'est dirigé vers l'autre village où apparemment elle voyait toujours quelque chose. Après de nombreuses péripéties de roues d'enfoncé et tout tralala. Et de sangliers écrasés. Non, heureusement pas, mais je t'assure, ça a été tellement de péripéties qu'à la fin, j'en ai eu tellement marre que j'ai même pu sortir de la voiture. Et maman m'a dit, mais si, viens voir dans la jumelle, on voyait des petits points lumineux, et puis dans les jumelles, elle me disait, on voit quelque chose d'intéressant. Et au moment où moi, je suis sortie de la voiture, vraiment, j'en avais tellement pas envie à ce moment-là. Parce qu'il était très tard dans la nuit, et j'étais pas dans je n'étais plus dans ce mood de cool, on va chercher un truc. Et donc j'ai vu ces deux petits points lumineux à travers les jumelles se rapprocher l'un de l'autre, se faire des flashs entre eux, puis un rayon vert qui les a liés en fait. J'ai pas de main, voilà, mais je vais vous montrer qu'en fait ils s'étaient liés et ils avaient pivoté l'un autour de l'autre, toujours avec cette lumière verte qui les a reliés, et ça s'est arrêté là. Donc, chose intéressante, mais c'était pas du tout ça que la personne voyait. C'est ça. Voilà, donc en fait, dans la course-poursuite, il y avait plusieurs choses, sauf que la dame, quand elle nous a montré les photos qu'elle avait prises durant son observation, c'était clairement Sirius. Mais le fait est que si j'étais pas sortie à la recherche de ce que la personne pouvait voir et que je m'étais dit, juste de ma fenêtre, de mon jardin, je vois Sirius, vous voyez Sirius, point, j'aurais peut-être pas fait cette observation à côté. Donc effectivement, il faut laisser la porte ouverte à d'autres choses. Ce que j'ai vu, je n'ai pas d'explication et je ne cherche pas spécialement d'explication. Mais voilà, il faut, je pense, comme on disait tout à l'heure, laisser la porte ouverte à ce qui peut être, parce que des fois, on peut avoir des surprises. Et même s'il y a une explication parfaitement rationnelle à ce qui a été vu, c'est toujours intéressant de vivre et puis d'ouvrir la discussion avec d'autres personnes. Et puis surtout, pour déjà trouver une explication rationnelle, il faut être ouvert à la discussion. Donc voilà, c'est ce qui n'est pas possible lorsqu'on se moque automatiquement. Alors, je vais citer Jacques Bergier qui disait que les ovnis étaient des hallucinations collectives créées par les extraterrestres. Voilà, ça c'était très bien. Alors, on a un autre problème malgré tout avec les témoins, et on l'a subi, et moi particulièrement, c'est qu'on a parfois l'explication, ou en tout cas la conjecture, c'est le terme qui nous convenait mieux à l'époque, c'est-à-dire une proposition plus que probable. Voilà. Alors, j'imagine que Jocelyn et Egon ont eu le même problème, c'est-à-dire d'avoir une explication assez solide à proposer aux témoins. Mais là, cette fois-ci, c'est plus de la stigmatisation, c'est le témoin qui dit « Non, mais grosso modo, tu me dis de la merde, je sais ce que j'ai vu, c'est un extraterrestre. Et l'explication que tu m'apportes, Starlink, étoile, satellite, j'en veux pas, et t'es un méchant débunker, et tu travailles pour la CIA, et on va faire un reptilien. Voilà, donc je te parle. Voilà, Jocelyn, est-ce que tu as déjà rencontré Vous m'entendez bien, là ? Vous m'entendez mieux ? Oui, c'est nickel. Bon, super. Oui, non, mais c'est exactement le type de réaction qu'on a très souvent, que j'ai souvent, soit dans des conférences que je fais quand je discute en one-to-one avec les personnes, ou alors le lundi chez BTLV, où on a des témoignages. Alors, beaucoup, on peut, comme j'ai essayé de le dire tout à l'heure, il y en a énormément, on ne peut pas apporter d'explication. Mais de temps en temps, on a vraiment une description, on se dit « Ah ouais, ça c'est Starlink » ou « Ça c'est des chandelles taille », enfin on le voit tout de suite. Et là, on essaie d'apporter l'explication et effectivement, on voit une réticence chez le témoin à intégrer, à revenir à la normalité. Lui, il est parti dans l'extraordinaire, il est parti dans le rêve, et revenir dans la réalité, pour lui, c'est compliqué. Mais c'est humain. Moi, je le comprends, c'est humain. C'est même pire que ça, parce que quand il vient parler à Jocelyn F. Keller ou quand il vient parler à Egon Kregel, il s'attend à une confirmation que c'est quelque chose d'extraordinaire qu'il a vu. Pas forcément, non, parce qu'on nous connaît, Egon, on sait que non plus, on va pas non plus aller forcément dans le sens de tous les témoignages. Donc moi, j'essaie quand même de faire la part des choses. Donc
Enfin, j'espère que les gens qui viennent me parler, me raconter des histoires, s'attendent pas à chaque fois que je confirme la réalité. Au contraire, j'essaie d'y voir plus clair, en fait. Voilà. C'est un peu ça. Et Egon, je vous pose la question, Egon, je te donne le micro. Egon, tu t'es retrouvé des fois à avoir une explication et dire au témoin, je ne vais pas lui dire parce que ça ne va pas le faire, il ne va pas me comprendre, il va s'attendre à autre chose, et puis je préfère ne rien dire, écoutez, je ne sais pas. Alors, déjà, il y a une chose, c'est que souvent, quand les gens te racontent, on manque d'énormément d'éléments. Donc déjà, on ne peut pas, enfin moi en tout cas, je ne peux pas poser un diagnostic immédiat parce que il y a des tas de paramètres qui manquent. C'est-à-dire, oui, j'ai vu une lumière, un machin, c'était comme ça. Oui, mais où, quand, comment, ça s'est passé, quelle heure il était. Donc c'est difficile. Et puis, enfin, je voudrais dire que déjà à la base, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que simplement déjà l'acronyme OVNI est un acronyme qui tutoie l'absurde. C'est-à-dire qu'on voit, au lieu d'offrir une démonstration, une explication démonstrative, ça pose des problèmes. Comment peut-on connaître déjà la nature intrinsèque d'un objet dont on nous dit qu'il ne peut pas être identifié? Enfin, c'est-à-dire que tout est très compliqué depuis le début. Maintenant, poser un diagnostic sur un témoignage, c'est extrêmement difficile. Enfin, Pascal, tu le sais. Il faut rassembler tous les paramètres possibles, la météorologie, l'angle de vue. Donc c'est toujours complexe. Voilà. Moi, ce que je fais surtout, c'est que j'écoute. Je crois que l'écoute est extrêmement importante. Tout à l'heure, il y a un terme qui a été employé, il faut avoir beaucoup d'humilité, en fait. Il faut beaucoup d'humilité, rester dans l'ouvert. Moi, je me dis que de toute façon, tout est possible. On connaît peu de choses. Enfin, qu'est-ce qu'on connaît de notre réalité? On ne fait que tâtonner encore. Donc j'écoute au maximum parce que souvent, les gens qui viennent parler portent en eux une sorte ce n'est pas qu'un questionnement, c'est aussi une sorte de détresse. Ils veulent savoir. Voilà. Camille. J'ai oublié ce que je voulais dire. Ah bah bravo. Non mais non, c'est pas exactement ça que je voulais dire, mais il y a aussi il faut démêler les informations factuelles des ressentis et des émotions des gens qui vont relater leur vécu. Et parfois, en faisant le tri, on arrive à discerner certains éléments qui peuvent nous indiquer une direction, mais des fois, c'est beaucoup trop mélangé parce qu'il y a beaucoup d'émotions, mais il y a aussi un point de vue qu'on n'aborde pas assez souvent, c'est aussi le ressenti, dans le sens où des fois la personne, elle vit quelque chose, ça paraît totalement absurde, où on a du mal... Un décès, par exemple, hein. Quelqu'un qui... Oui, il y a des cas où les gens vivent un décès, dans la famille, et ils vont avoir une observation suite à ça, et ils vont dire c'est un signe de mon père, c'est un signe de... Non, c'était pas dans ce sens-là que je voulais le dire, c'était plutôt, tu sais, il y a certaines expériences que tu peux vivre, tu te dis, ça peut être totalement irréel, ça peut être totalement un rêve, mais à l'intérieur de toi, tu as cette sensation vraiment intrinsèque et tellement profonde quelque chose. Que c'est vrai. C'est quelque chose. Exactement. Et c'est pour ça que je le dis comme ça aussi. Mais et c'est difficile, je trouve, avec des cas comme ça, parce qu'il y a très peu d'éléments, très peu d'informations, et on a en face quelqu'un qui pas est persuadé parce que c'est différent, mais qui sait à l'intérieur d'elle qu'elle a vécu quelque chose. Comment identifier ce qu'elle a vécu, c'est très difficile. Mais d'avoir quelqu'un en face qui va lui répondre non, c'était des lanternes taille, c'est aussi difficile à encaisser. C'est compliqué. Ouais. Voilà. Donc il y a ce côté-là aussi à prendre en compte sans aller trop loin dans tout le monde sait exactement ce qu'elle a vécu. Et dans ce cas-là, ça ne sert à rien de chercher des réponses à l'extérieur. Ouais, effectivement. Alors je précise que ce n'est pas une couverture qu'a Camille sur les jambes là. C'est un animal vivant. C'est un chien. Ah, je n'avais même pas remarqué. Je pensais que c'était un sac.
Je dis, bah écoutez les amis, on arrive pratiquement à l'heure d'émission. On voulait pas faire J'ai très, très un, long. Oui, non, mais bien sûr, on va. Vas-y. j'ai un petit truc. Oui, non, c'est juste en fait, on va reboucler la boucle comme ça. Au tout début, il y a eu une question là sur l'armée française. Et en fait, un de mes contacts qui s'appelle Christian Pierre, que je remercie, vient de m'envoyer un lien et qui est très intéressant parce qu'en fait, il faut savoir que depuis septembre 2020, l'armée de l'air française a changé de nom et s'appelle l'armée de l'air et de l'espace. Voilà. Oui. Voilà. Il y a une nouvelle identité visuelle que j'ai découverte. Il y a 220 militaires qui sont affectés à cette nouvelle armée de l'air et de l'espace qui vont s'installer à Toulouse. Et en fait, là, c'est très intéressant parce que ils vont adopter donc la politique spatiale de l'OTAN et ils vont donc reconnaître l'espace comme non pas le 4e, mais le 5e domaine opérationnel, puisqu'on a le milieu aérien, le milieu terrestre, milieu maritime, ça va, c'est l'armée classique, mais il y a aussi le cyber, l'espace cyber, voilà, et donc le 5e milieu va être l'espace. 5e élément. Donc on a bien l'armée française. Ouais, non, moi je suis pas un spécialiste de l'armée, hein. Mais on a bien l'armée française qui s'est mis au goût du jour, on va dire, et qui a adopté ça avec cette unité. Alors au sein de cette unité, je sais pas ce qui va s'y passer, et peut-être qu'on aura des gens qui vont enfin s'intéresser aux ovnis. Egon, tu voulais dire quelque chose? Je voulais, en parlant de témoins constitués, je crois que le cas le plus incroyable, ça peut intéresser notre cinéaste. Le cas vraiment, c'est celui d'Herb Schirmer. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire d'Herb Schirmer, qui était un jeune policier de 22 ans. C'est un cas extrêmement célèbre aux États-Unis, qui est aussi célèbre que le cas de Betty Hill et de Betty Barney Hill en 61. Qui a été le cas fondateur de ce qu'on appelle les abductions. Il y a un second cas qui n'est pas du tout connu en France, de ce jeune policier de 22 ans qui s'est retrouvé face à un drôle d'objet comme ça, en menant une patrouille de nuit, et qui est allé raconter à sa hiérarchie ce qu'il avait vu. Et l'histoire est absolument incroyable, c'est-à-dire que suite à ça, sa femme l'a abandonné, il a été raillé. Dans son village, ils ont décidé de prendre un mannequin qu'ils ont pendu, et criblé de balles et de peinture rouge, et on a même dynamité sa voiture, c'est-à-dire que sa voiture personnelle, en fait, a été pulvérisée à l'explosif, suite à simplement une déclaration tout à fait factuelle de ce témoin. J'ai beaucoup été touché par ce petit film parce que moi c'est une constante, j'en parle tout le temps, c'est-à-dire la férocité, la violence avec laquelle généralement l'entourage, même les proches, la famille et les médias réagissent, en tout cas on réagit depuis les années 40 face à des gens qui ont eu le courage de témoigner et simplement de dire j'ai vu quelque chose qui est, enfin c'est fou parce que j'ai vu quelque chose qui est non identifié et à partir de là on est totalement stigmatisé. Je crois que Paul a tapé juste au final. Bah merci, ça me touche vraiment ce que tu dis, Egon. Même c'est très important. C'est très important. Moi, j'en parle chaque fois. C'est-à-dire chaque fois que j'écris et que je fouille un cas, vous pouvez vérifier. J'ai toujours un paragraphe sur les réactions qui s'est passé. Et vous verrez que c'est systématique. C'est épouvantable. Ce que les gens ont vécu est absolument inimaginable. La violence qui se déploie. Je me permets de rebondir là-dessus parce que j'ai lu récemment un article très intéressant sur Betty Cash et Vicky Landrum, où en fait on se rend compte que Betty Cash et Vicky Landrum, qui ont eu des séquelles physiques réelles, encore une fois ça s'est documenté quand même, elles ont pris cher, elles ont été irradiées. On se rend compte qu'elles sont passées au bon plan et qu'en fait il y a eu tout un bordel organisé par des sales types comme Doty, des choses comme ça. Les victimes, on s'en moquait, maintenant on a utilisé leur cas pour faire passer des idées, des choses comme ça, mais les victimes en elles-mêmes sont foutues, c'était secondaire, alors que ces femmes ont failli mourir quand même. Betty Cash est morte suite de ses cancers.
Betty Cash, on a tellement souffert. C'est vraiment, enfin, ce qu'on peut dire dans le cas de Betty Cash, c'est qu'elle est morte suite à une exposition face à un objet bizarre, voilà, un objet volant qui n'a toujours pas été identifié. Oui. Il y a beaucoup enfin, je ne sais pas si vous avez un peu suivi l'actualité. Pour les gens qui n'ont pas suivi l'actualité, dernièrement, le Pentagone a rendu public un dossier de 1574 pages suite à une demande du tabloïd anglais The Sun. Ah non, oui, c'était The Sun, pardon. C'est The Sun, oui. Oui. Et en fait, parmi ces 1574 pages, on nous parle d'effets secondaires dommageables, d'effets physiologiques terribles, etc. Et ça c'est aussi un dossier à suivre parce qu'effectivement, pas mal de témoins l'ont payé cher. Voilà. Intéressant aussi. C'est pas la grande question évidemment qu'on peut poser, c'est est-ce que ce phénomène est hostile ou pas? Mais je crois que n'importe quel amateur d'aérodynamique, s'il se tenait derrière un Airbus qui décolle, subirait les mêmes dommages. Voilà. Sans parler des psychologiques et émotionnels et au niveau social et financier. Oui. Et financier. Aussi. Et financier. Puisque Betty Cash et financier aussi, puisque Betty Cash et Vicky Novan ont quand même eu des problèmes financiers. Hein. Enfin, mais tous. Stéphane Michalak au Canada, qui est mort aussi suite de brûlures incroyables au thorax. Il avait des brûlures en damier, en fait. A été ruiné, totalement ruiné. C'est-à-dire que on sait que les frais médicaux coûtent extrêmement cher et voilà, il a dilapidé son bas de laine et finir par mourir seul et abandonné et raillé aussi. À l'inverse, au Jocelyn, on a Carl Lingdon qui lui semble plutôt sorti miraculeusement dans une meilleure condition que lorsqu'il a fait son observation, puisque Carl Lingdon lui semble avoir été quelque part soigné d'une maladie qui Carl Lingdon, c'est ce monsieur, ce chasseur qui au milieu des années 70 avait été abducté, enfin avait raconté une histoire assez extravagante. Il était parti chasser l'élan et quand on l'a retrouvé, on lui a fait subir des examens médicaux et effectivement les examens ont montré que non seulement il était dans une forme olympique alors qu'il n'était pas très bien avant l'expérience et il avait été découvert aussi que il avait eu la tuberculose étant beaucoup plus jeune et donc il avait des traces au poumon de ça et en fait en faisant des radios même les traces de tuberculose avaient disparu et ça avait laissé les médecins absolument pantois à l'époque. Alors j'en profite instant promotion puisqu'on les attendait depuis longtemps, Jocelyn, Egon, mais justement Carl Lingdon fera partie des capsules qui seront passées jeudi prochain, jeudi 14 juillet, pour les inédits d'enquête paranormale. Jocelyn, on ne peut pas dire qu'on les a pas entendus. Egon a été aussi participant, donc on aura la joie de voir ces nouvelles capsules et on aura la joie de voir Camille aussi à l'écran dans ces nouvelles capsules. Le mot de la fin, j'ai vraiment faim, quoi. C'est ça, donc le mot de la fin, F-A-I-N. Elle, je suis, mais en hypothermie. Ouais. Non, si on a dépassé l'heure de l'apéro, c'est pour ça. Ah, carrément, là, il faut des cacahuètes, là. Non, en tout cas, moi, je voulais vous remercier tous, que ce soit les personnes qui sont dans la salle et les personnes qui sont derrière leur écran, parce que c'est une première de faire un live en même temps. Un live en même temps que l'événement de Valençol. Vous savez que ça fait plusieurs années qu'on l'organise et avec le Covid qui nous a beaucoup embêtés, on n'a pas pu faire tout ce qu'on voulait, on n'a pas pu faire venir les personnes qu'on attend de retrouver la plupart du temps. Egon, Jocelyn, vous savez très bien comment ça se passe ici à Valençol et en espérant vous retrouver bientôt dans un événement physique avec d'autres participants. Ça sera de tout cœur. Et en tout cas, voilà, j'espère que cette solution-là vous a plu et que vous avez trouvé ça intéressant de pouvoir échanger à travers, de relier deux mondes, le physique à Valençol et le métaphysique. Le virtuel. Et merci beaucoup à Paul parce que c'était vraiment un très 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 beau court-métrage. Merci beaucoup. Ah merci, ça me touche, ça me va droit au cœur, merci. Ouais, effectivement. Un grand merci. Bon, Camille a tout dit. Moi, je suis très content
de revoir notre Camille, ma petite sœur des étoiles à l'écran. Ça faisait trop longtemps qu'on n'avait pas fait d'émission ensemble, et même qu'on ne s'était pas vu tout simplement. Ouais. Mais la vie a fait que il y a des choses qui se passent et puis ça s'arrange. C'est très très bien. Peut-être un dernier mot peut-être pour nos spectateurs et notre public. Ok. Tu parlais avec qui, Pascal? Tu parles à qui? Jocelyn. Peut-être sur tes projets, peut-être des futurs projets. Alors, j'imagine que la BTLV, ça va être un peu Oui, vacances, oui, non, pas encore. J'ai un gros dossier sur les fantômes de Washington que je prépare pour BTLV, parce que je suis pas allé pour rien, si tu veux, à Washington. Et puis j'ai surtout à la rentrée une nouvelle édition des Affaires étranges qui sort. Donc, alors c'est pas un nouveau livre, c'est le même livre, mais dans une édition corrigée, augmentée, revue, revisitée. Il y a à peu près, il doit y avoir bien 50 nouvelles pages. Et il y a une nouvelle histoire. Il y a une histoire inédite en plus, un chapitre inédit. Voilà. On va suivre ça de près. Ça sera en actualité de la rentrée. Ce sera toujours chez le même éditeur, j'imagine? C'est chez Scrénéo, absolument. Ouais. Scrénéo, d'accord. Et on rappelle bien sûr que ton dernier ouvrage, enfin le dernier ouvrage complètement nouveau, c'est chez BTLV. Il est sorti il y a un an. Il y a un an. Excellent. Donc si vous ne l'avez pas encore lu, c'est bien. Ce qui est bien avec les livres de Jocelyn, c'est qu'ils ne vieillissent pas. Et ça, c'est vraiment une valeur ajoutée pour un livre, effectivement. Egon, alors toi aussi, tu as sorti, c'était fin d'année dernière déjà, je crois, ton nouvel ouvrage chez BTLV, qui est magnifique aussi. En janvier. En janvier, voilà, c'est ça. Ouais. Des projets à venir, Egon, pour la Oui, rentrée? absolument. On est en plein dedans parce qu'un nouveau livre à la rentrée, là, dès l'automne, et qui va traiter justement de ce dont on parle. C'est un livre sur les dossiers noirs, sur tous les gens qui ont souffert. Et il y a à l'intérieur du livre, je vous le dis en exclusivité, il y a un très gros dossier sur Maurice Mas et Valençol. Voilà. Extrêmement fouillé, extrêmement sourcé. Et vous allez avoir plein de cas de gens qui ont énormément souffert face à une observation d'OVNI. C'est un dossier brûlant et des dossiers noirs. Et ça sort en septembre ou en octobre. On avait fait avec Jocelyn et Egon un excellent événement, le Contact Nightmare à Marignane. Absolument. On aime bien frissonner un peu, ça fait peur. Paul, le mot de la fin, on va dire que ton court-métrage tape très très juste même. Et j'espère qu'on pourra développer. Si on arrive à développer la moitié des projets que tu m'as parlé avec ce documentaire, on aura déjà beaucoup de travail. Alors, parce que c'est clair. Je rappelle que Paul est membre du bureau Maybe Planet et c'est une vraie fierté pour nous de l'avoir dans notre bureau, je vous dis franchement. Vraiment. Et surtout quand je vois ce court-métrage, je me dis putain, mais quelle chose on a de t'avoir dans le bureau, effectivement. Donc un grand bravo. J'espère que ce court-métrage va circuler. Et puis on va faire tout court. Libérer la parole. Paul, vraiment un grand merci pour cette exclusivité. Moi personnellement, j'ai trouvé l'effet de la soucoupe, mais non. C'est un triangle. Super réussi. Alors moi j'ai vu les photos avec la grue et tout, et c'est vrai que visuellement ça rend super bien. Donc un grand bravo. Merci. Bravo. Vraiment bravo. Un grand merci à tous d'avoir regardé l'émission en direct. Alors un salut spécial, très concrètement, à Francine et à Patrice, encore une fois, on n'a pas toujours été en très bon terme, pas toujours trouvé tout justifié. Donc si on arrive à se voir, à se parler, et puis parce que je crois qu'encore une fois que nos différences sont aussi fines qu'un papier de cigarette, mais voilà, quand je vois les commentaires que vous avez mis, ça me conforte dans l'idée qu'on peut tous se comprendre et qu'on parle peut-être tous un peu de la même chose, mais d'une façon différente. Donc voilà, c'est plutôt enthousiasmant et positif. Je voudrais remercier aussi le public, enfin le public qui reste, parce qu'une certaine partie est déjà partie à l'apéro et on peut les comprendre. Il y aura peut-être quelques émissions spéciales, mais enfin ce sera quand même très très light au niveau du Maybe, et puis on reviendra à la rentrée motivé, bronzé. Et puis la rentrée, quoi. Voilà, on vous souhaite à tous un très très bon été, Camille. Très très bon été. Amusez-vous bien, profitez, lisez, documentez-vous, faites votre propre recherche, comme ils disent. Toujours. Comme ils disent. Et puis on se revoit très bientôt sur la chaîne du Maybe Planet. Egon, Jocelyn, Paul, un grand merci. Et on vous souhaite grand plaisir. Au revoir à tous les trois. À très bientôt, Camille. Ciao.